Ok. En fait, il faut que vous sachiez que je suis venu juste que pour ça, alors je m'en vais. J'avais vraiment besoin de me sentir aimé, applaudi. Bon, c'est fait. Je vous souhaite une bonne journée. En fait, je ne dirai pas plus que ce que vous avez appris en vrai. Mais peut-être que je vais essayer de dire des choses un petit peu différentes. Et je ne vais rien dire sur François. Non. Non, je veux cesser ce combat, cette lutte que nous avons. Je veux montrer à François et même à Martin qu'en ce dimanche matin, nous sommes tous réunis autour de l'amour et qu'il y a, mes très chers frères, l'amour qui doit nous réunir et non plus cette violence intestine entre la France et le Québécois. Alors oui, en ce jour de grâce de dimanche, je salue cet homme qui a le numéro de portable de Jésus. Et je souhaite te dire à toi, à ton épouse, à toute ta famille, à toute ta gang et vous tous là, qu'est-ce que je vous aime. Voilà, c'est juste énorme. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il est peut-être pas impossible quand même que je revienne sur l'idée de rien dire, mais enfin, on verra tout à l'heure. Quel privilège. Vous savez, 17 heures pour venir ici depuis Israël. 17 heures pour venir ici depuis Israël. Et j'ai trouvé déjà juste ce moment, en fait, il n'est pas du tout fatigant. Ouais, certains d'entre vous sont dit, ouais, est-ce que tu as fait un bon voyage? C'était long, mais c'était super bon. Parce que je savais qu'au final, je serais ici. Et tout à l'heure, on discutait avec des personnes ici, là, et je leur disais que j'ai ce privilège de choisir aujourd'hui où je donne mes conférences. C'est-à-dire que je ne donne plus de conférences dans des endroits avec lesquels je ne me sens plus en accord. J'ai cessé toute forme de contrat avec les grands groupes avec lesquels je bossais et avec lesquels, en termes de valeurs, de mode de fonctionnement, en vérité, je faisais du gros business, là, mais j'étais plus en accord. Et ça y est, le problème dans ces cas-là, c'est que ta conférence, elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. En tout cas, toi, tu la trouves pas exceptionnelle. Et quand toi, tu la trouves pas exceptionnelle, ça veut dire que c'est pas bon. Ok ? Et je dis pas ça parce que il va y avoir un côté de moi qui est perfectionniste et qui a envie de revenir. C'est juste qu'à un moment donné, c'est est-ce que j'ai vraiment donné le meilleur de moi à ce moment-là ? Et ça, tu peux le faire que quand tu es en accord. Et de venir ici, sachez-le, je viens ici juste pour vous en vrai. C'est-à-dire que le samedi, c'est Shabbat, il faut que j'arrive avant le vendredi soir. Ça veut dire que je vais prendre de mon vendredi, de mon samedi, de mon dimanche, de mon lundi, pour vous donner 2 heures de temps. Et tout ça, je vais le faire pour 2 raisons. La première, parce que j'aime profondément, profondément les personnes qui m'ont invité. C'est vraiment quelque chose, parce que ça fait des années, depuis que j'ai rencontré Martin et depuis que j'ai mis un pied ici et que j'ai rencontré ce gang-là. C'est pas une gang, c'est un gang, en fait. Ces voyous-là. Et avant, je vous ai entendu ça, je me sentais profondément seul. Parce qu'en France, je me trouvais seul et que parfois, le français, je le trouve moins open, moins ouvert et j'avais des personnes qui vibraient au même niveau que moi, avec les mêmes valeurs, avec des mêmes visions. Et je me rappelle avoir dit à mon épouse, comme c'est bon de rencontrer des personnes avec lesquelles on est en accord. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, François. Hier, on a passé un moment délicieux avec Sylvain, avec Mélodie, et puis avec Nathalie, toi, tes enfants. Mais c'est juste super bon d'être avec des personnes avec lesquelles on résonne. Et ça, c'est important, la résonance. On parlera de la résonance un petit peu plus tard. Et puis, à peu près 48 heures avant, on échangeait, on s'envoyait des petits textos. En France, on appelle ça des sextos. Avec François. Ah oui. Et il me disait, à un moment donné, il m'a juste dit, au passage, le thème de la conférence, c'est leadership, conscience et spiritualité. Au passage, comme ça, comme si c'était le truc, mais ultra over après secondaire. Voilà. Quel privilège de pouvoir parler
de leadership, de conscience et de spiritualité. Parce que en fait, tout ça n'est cohérent parce que ça existe au même moment. Je crois que tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas cohérent. Et je crois que tu ne peux pas être un leader cohérent si tu n'as pas une vraie spiritualité. Une vraie foi. Parce que c'est vrai que si tu parles de foi, en France, si tu parles de Dieu dans tes conférences et que tu dis que tu as la foi, on dit que tu as une secte aussi, hein, donc t'inquiète pas, c'est le même truc. Et d'ailleurs, je rapportais une expérience avec François. Un jour, on avait un séminaire en été et on faisait un travail de coaching sur des apports en neurosciences un petit peu complémentaires pour mes coachs. Et il faisait beau, on était à Annecy, c'est une ville balnéaire, un très très beau lac, pas très très loin de Genève. Et il faisait tellement beau que je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi, les exercices, vous prenez les chaises, vous allez faire dehors. Et en fait, on était au cœur d'un tout petit village qui était juste sur les hauteurs. Et il y avait toutes les personnes là qui étaient en train de s'entraîner au coaching. Et puis à un moment, il y a une dame, un certain âge, qui vient me voir, qui me tape comme ça, puis fait « Vous l'avez remarqué ?» Je dis « Pardon ?»« Vous les avez remarqués ?» Je dis « J'ai remarqué quoi ?»« C'est une secte. » « Ah bon ?»« Ah, moi, je vous le dis, c'est une secte. » Je dis « Mais juste madame, comment vous le savez ?» Vous avez qu'à les regarder, ils rigolent toute la journée. Et j'ai trouvé ça hallucinant de voir que dès quelqu'un il est heureux, il appartient à un groupuscule bizarre. Comme si d'être heureux, c'était pas normal aujourd'hui, c'était pas la norme. Si t'es malheureux, si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas bien dans ton job, t'es comme moi. You are human. C'est mon anglais, excuse-moi. Vous êtes humain. Ok, mais ce qui est juste intéressant de comprendre, c'est qu'on a du mal à accepter cette dimension, qu'en fait, la joie, la vraie joie, c'est l'expression naturelle de ce que vous êtes. Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. C'est quoi un leader? Je me suis beaucoup posé cette question-là parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'univers de l'entreprise et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel le leadership, en France, il faut que vous sachiez, le leadership, il est exclusivement réservé à la dimension de l'entreprise entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on est quand même content ici qu'il y ait des entrepreneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence entre le leadership et le management. Et si je devais reprendre l'approche de mon ami Sylvain, je dirais, est-ce que le management? To manage, c'est organiser. Le management, en fait, il organise, il structure ton quotidien. Et vous savez quoi, en fait? En vrai, on a besoin de management. C'est super important. Alors, tout existe ici parce que ça a été managé. Tout existe ici parce que vous allez avoir Nathalie, ses équipes, François, ses partenaires, ses collaborateurs, ses coéquipiers, ses affiliés, ses amis, qui ont organisé l'information, structuré le temps, la matérialité, les flux financiers, l'emploi du temps, les rapports, les relations, pour que tout ça se package dans un instant dans lequel vous allez pouvoir participer. Donc l'organisation, en fait, en vrai, c'est important. Et d'ailleurs, Napoléon disait, l'intendance ne fait pas gagner une guerre, mais il évite de la perdre. C'est important de comprendre que être organisé et managé, c'est essentiel. C'est une des essentialités. Alors, à quoi sert le leadership? Le leadership motive l'avenir et fait assumer et rend accessible le changement. Ça, vous devriez le noter. Parce qu'en fait, la seule vraie dimension du leader, elle est là. C'est d'offrir la vision d'un monde meilleur, mais faire comprendre à l'ensemble des personnes qui vont vivre ce monde que les changements sont obligatoires. Et pour tout ça, là, il faut de la conscience. De la conscience. Parce que je vais vous dire une chose. On a parlé, j'ai entendu pendant les 2 jours que j'étais ici, le mot conscience revient sans arrêt. Le mot spiritualité revient sans arrêt. Et en fait, ce que François, ce que Sylvain, ce que tout le monde a fait ici en communiquant, c'est de vous livrer des perles autour de la compréhension de la notion de conscience.
Et c'est important d'avoir plusieurs consciences. Une conscience de soi, une conscience de l'autre et une conscience environnementale. La conscience, c'est savoir ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et dans la conscience de soi, tu vas avoir plusieurs niveaux. Tu vas avoir ta conscience cognitive. Quels sont les types de pensées que j'ai là maintenant? Tu vas avoir une conscience émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens? Tu vas avoir une conscience vibratoire. Qu'est-ce que je perçois? Et tu peux avoir une conscience spirituelle. À quoi maintenant je suis relié quand je vis ce que je vis? C'est clair ce que je suis en train de dire? À quoi maintenant, quand j'écoute ce mec qui est en train de s'agiter là sur l'estrade, à quoi je suis relié quand je l'observe? Est-ce que quand il me parle, il me fait grandir ou il m'abaisse? Est-ce qu'il élève mon énergie ou est-ce qu'il enferme cette énergie? Est-ce qu'il m'offre des possibilités ou est-ce qu'il ferme des portes? Il y a les leaders et il y a les très grands leaders. Ne pas confondre le leadership avec le charisme. Le charisme, ça vient de charas. Charas, c'est l'étymologie de caractère et charas, ça veut dire la cellule. D'accord? Il y a des personnes qui sont charismatiques et qui ne sont pas obligatoirement des grands leaders. Vous avez des personnes qui sont des grands leaders et qui ne sont pas obligatoirement charismatiques. En France, pour moi, le plus grand de tous les leaders, et ça va, je crois, vous étonner, c'était une personne qui s'appelait Coluche. Vous avez connu Coluche? Incroyable cet homme. Quand je suis dans le monde de l'entreprise et que je vais leur dire, vous savez, je vais vous parler d'un très très grand leader et que j'aborde Coluche, très souvent, je vais voir des sourires un peu ricanants sur le visage des managers. Mais il faut juste comprendre qu'un leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire passer une idée qui transcende tous les clivages politiques. Parce qu'un jour, Coluche, un humoriste très sympathique, à la langue bien pendue, va commencer à se dire, vous savez, j'en ai marre de vivre dans un pays dans lequel les personnes qui ne peuvent pas se nourrir pendant l'hiver crèvent de faim. Et contre toute attente, il va créer un groupuscule avec plusieurs de ses camarades, dont Jean-Jacques Goldman, et vont créer un petit groupe comme ça, une petite cellule qui s'appelle les Enfoirés. Rien que le nom, on est des enfoirés. Mais c'est sympa ce contre-pied. Et puis, ce petit mec-là, avec sa salopette, il est allé voir les politiques et il leur a dit, est-ce que vous trouvez normal qu'on crève de faim dans notre pays? Et il est allé voir la communauté européenne, puis il leur a dit, vous savez, je ne comprends pas. On a des excédents alimentaires, vous êtes en train de payer des gens pour que ces excédents alimentaires ne soient pas utilisés. Donnez-les-moi, on va nourrir les pauvres. En tout cas, on le fera en France. Et vous savez pourquoi c'est un leader? Parce que son idée, elle a transcendé la gauche, la droite, quel que soit le gouvernement, tous se sont ralliés à son idée. Et vous savez pourquoi c'est un leader? Parce que même si aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'il est mort, son idée vit toujours. Elle est plus que jamais fidèle à sa création. Un leader, son idée transcende. Et je vais vous dire une bonne chose, qui est très importante. Vous serez tous au minimum, écoutez-moi bien, au minimum, 5000 fois en position de leadership dans votre vie. Ça veut dire quoi, mes chouchous? Ça veut dire... C'est mignon, ça ou pas? Mes petits chouchous. Ça veut dire quoi, mes seigneurs? Ça veut dire quoi? T'as vu tout de suite comment les Lego, ils... Boum! On parlera de Lego tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi, en fait? Qu'est-ce que je disais? Avant les chouchous. Merci Hélène. Il y en a une qui suit. En fait, je crois vraiment, François, que tu as raison. Je crois que je parle vraiment très très mal. Alors, je vais prendre mon accent extraordinaire.
Écoute-moi bien, là, si t'as quelqu'un qui a une crotte dans le cœur, bon ou pas le crotte dans le cœur? J'ai travaillé, c'est sur Wikipédia, je suis désolé. Tu seras au moins 5000 fois dans ta vie en situation de leadership. Ça veut dire que l'interaction que tu vas avoir avec cette personne, elle peut changer sa vie. Et vous savez, parfois, c'est juste un regard. Parfois, c'est juste une attention positive. C'est juste une personne qui avait à l'esprit de se suicider aujourd'hui et qui va voir une personne qui est humaine et sympathique. Et qui se dit, tiens, il y en a même quand même une qui est sympa. Ça vaut peut-être le coup, en fait. Je me rappelle d'un jour, cette histoire, elle est juste hallucinante. Je suis à Paris et j'ai un ami qui fait une pendaison de crémaillère. Alors la pendaison de crémaillère, chez nous, c'est une tradition. On fait une fête quand on vient de prendre un nouvel appartement ou une maison. Tout est prétexte à faire la fête, ça en est une. Ça se passe, oui je sais, ici aussi, avec bien plus de bière. Ça se passe rive gauche à Paris, et moi j'ai mon hôtel rive droite. Et on discute et on s'éclate avec des amis que je n'ai pas vus depuis peut-être certains d'eux 10 ans. Et quand je sors, il est 5 heures du matin. Et j'ai à peu près 2 km jusqu'à mon hôtel, et je me dis, ça sert à rien de prendre le taxi. Et j'adore Paris le matin, quand il n'y a personne, quand le Paris s'ouvre, c'est juste l'une des villes les plus extraordinaires du monde. Je marche, je vais traverser un pont, et sur ce pont, à côté, il y a une femme qui est assise sur un banc qui est sur le pont, et il y a son chien. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que son chien, il m'a regardé comme jamais un chien, il m'a regardé. Je vous jure que c'est vrai. À tel point que le chien, il avait un regard tellement insistant que j'ai pris soin de me retourner et d'écouter mon intuition. Et d'aller voir cette jeune femme et de dire, est-ce que tout va bien? Je vous jure, c'est pas du tout de la drague, je suis un homme marié, est-ce que tout va bien? Qui s'en soucie? Ben moi. Sinon je ne vous poserai pas la question. Non, ça ne va pas bien du tout. Et là, je vois dans son langage non verbal qu'elle va passer à l'acte. Il y a un truc dans son regard qu'on trouve dans le regard des gens déterminés qui vont se suicider. Ou dans le regard des terroristes qui vont passer à l'acte. Est-ce que vous voulez prendre un café? Il est trop tard pour moi de me coucher. Je vais démarrer dans 1 heure. Je vous offre un café. Ce matin, j'ai décalé 3 rendez-vous. J'ai passé 3 heures avec elle. Voilà. Dans l'après-midi, j'ai appelé un ami pour savoir s'il avait toujours besoin d'une assistante. Il m'a dit oui, il l'a recrutée. Elle avait programmé de mettre le gaz dans son appartement l'après-midi. Ce que je veux vous dire là, c'est que parfois, le simple fait d'être présent, ça c'est un acte de leadership. En fait, c'est quoi? J'ai eu de la chance d'écouter mon cœur et j'ai eu la chance d'être touché par un chien. Et je veux juste vous dire que être 5000 fois dans sa vie en position de leadership, c'est avoir l'opportunité de juste avoir une personne qui dit « Est-ce que je peux vous poser une question ?» C'est très important pour moi. Elle dit « Ok, vas-y, je suis là. Viens, je vais te donner de mon temps. » Tu sais quoi? Parce que je t'aime. Parce que tu fais partie de ces personnes qui ont envie de se construire. Tu fais partie de ces personnes qui ont envie d'avancer. Tu fais partie de ces personnes qui ont envie de grandir. Donc tu sais quoi, en fait, en vrai, t'es comme moi. Et tu sais quoi, ce qu'on va faire? C'est que quand je vais te donner du temps à toi, je vais te donner un truc bien plus précieux à moi. Une conscience. C'est pour ça que l'acte de leadership sans conscience, ça ne sert à rien. D'ailleurs, plein de choses sans conscience, ça ne sert à rien. Le plaisir sans conscience, ce n'est pas du plaisir, c'est de la compulsion. Parce que si à chaque fois que tu passes à côté de ta cuisine, que tu entends « Mange-moi ! Ta
tabarnak, mange-moi. Et là, tu sais que il y a la tablette de chocolat Lindt, cœur fondant. Mange-moi. Bon, d'accord, si tu le demandes. Et après quelques mois ou quelques années, mange-moi. Je suis obèse. Mange-moi quand même. Et la personne dit, mais non, mais je veux me faire plaisir quand même. Mais oui, fais-toi plaisir, mon joujou. Prends du gras. Prends un peu de bourrelet. T'en as pas assez. Je veux juste vous dire que la conscience, en fait, c'est quelque chose qui nous préserve. La conscience, c'est ce qui a fait que nous, les êtres humains, ça nous a permis de survivre, en fait. Mais cette conscience-là, on l'a oubliée. On a remplacé le conscient par le conscient. Je sais, c'est assez bizarre. On a remplacé le conscient par le conscient. Quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui va se poser des vraies questions. Des vraies questions qui vont l'amener à faire un choix entre sa dimension humaine et sa dimension divine. Entre son humanité et sa divinité. C'est ça la vraie conscience. Et c'est pour ça que je vais vous parler dans quelques instants de confiance en soi, d'image de soi, d'amour de soi et d'estime de soi. Maintenant, si tu n'es pas conscient, tu deviens inconscient. Ça veut dire un con scientifique. C'est-à-dire que tu vas trouver une capacité à argumenter tes conneries. En termes de créativité, c'est phénoménal. Bob, viens, on parle. T'es en train de divorcer, c'est pas terrible. Ah ouais? Eh ben, moi, je fais des choix dans ma vie. T'as quand même fait le choix de coucher avec la meilleure amie de ta femme. Oui, eh ben, tu sais quoi? Eh ben, laisse-moi te dire. Eh ben, ma femme, ça fait des années qu'elle est plus généreuse. Ma femme, ça fait des années qu'on communique plus. Et je te parle que de ça, hein? Ouais, enfin, tu as couché avec l'amie de ta femme. T'as parlé avec elle? Oui, mais alors, à chaque fois que je veux parler, de toute façon, elle n'a rien à dire. Elle ne m'écoute pas. Donc, tu n'as pas parlé avec elle. Vous n'avez pas le prix de temps pour ça. Vous n'avez pas communiqué. Et c'est important le mot communiquer. Hein, parce que dans communiquer, il y a comme et niquer. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Les Québécois, vous êtes vraiment cabochons. Hein. Il y a comme qui veut dire avec. Et c'est vrai qu'il y a niquer. Mais le niquer, c'est exactement la même chose que mes chaussures. Et Nike. Parce que niquer, en fait, en vrai, c'est Nike. Nike, c'était la déesse de la victoire. Communiquer, ça veut dire célébrer la victoire ensemble. Si quand on communique, on avait cette conscience-là, on se dirait, ok, je vais communiquer avec ma femme, et ce que je veux, c'est qu'on célèbre une victoire ensemble. Si je célèbre une victoire avec toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de victoire sans adversité, vrai ou pas? Il n'y a pas de gloire quand il n'y a pas d'adversité. C'est que la communication, elle n'a de valeur que si on est opposé à l'adversité, si on a un obstacle. Et c'est ça la communication. Parce que sinon, on ne communique pas, on papote, on parle, mais il n'y a pas d'échange. Donc en vrai, Bob, tu es en train de me dire que tu n'as pas communiqué avec ton épouse. Et lui, il va partir, oui, mais moi, je suis libre. Mais non, tu n'es pas libre. Tu es dépendant de ton pénis, déjà. De quelle liberté tu parles? C'est pas ça la liberté.
Et c'est pour ça que si tu n'es pas conscient de ce que tu es, de ce que tu vis, des travers qui sont les tiens, des qualités qui sont les tiennes, des possibilités qui te sont offertes, de tes points de manque et de tes points forts, si tu n'es pas conscient, tu deviens inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton ego, pour te préserver, il va justifier ta connerie. Et oui, mais quand même, on ne passait pas de temps ensemble. Pourquoi tu n'as pas créé l'espace? C'est-à-dire que la conscience du Seigneur, elle vient aussi avec quelque chose qui s'appelle la responsabilité. Une fois encore, être un leader, c'est être conscient, mais c'est surtout, avant toute chose, être responsable. Être responsable, ça veut dire responsare. Responsare, c'est la capacité que tu as de fournir tes propres réponses. C'est ça, quelqu'un de responsable. Et quand tu as envie d'être responsable, tu vas pouvoir développer le sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership sans responsabilité. C'est pour ça que là, il faut que vous compreniez une chose. C'est que on parle de projet, on parle d'amour, on parle d'entrepreneur, mais au quotidien, tu as des responsabilités, chouchou. Et il faut que tu les assumes. Parce que si tu ne les assumes pas, ils vont te revenir en pleine face. Et c'est important d'avoir la tête dans les nuages, mais d'avoir aussi les pieds sur terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver. Voilà. Il faut rêver, mais aussi, il faut incarner. Mot qui a été utilisé beaucoup aussi par François pendant ces 3 jours. La responsabilité, c'est vraiment la capacité qu'on a d'être au clair avec nos obligations. Et je sais que là, ce n'est pas un terrain sur lequel je suis pam-pam-pédop, parce que quand je parle aux gens, vous savez, on est tellement tous amour. Venez, on s'aime. C'est vrai que c'est plus la femme que quand tu dis, les gars, tu as des obligations. Vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de toi, tu as des obligations. Et de ça, déjà là, le premier niveau de conscience, il doit être là. Quelles sont tes obligations dans ta vie? Et si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, je vous le dis, vous êtes en danger. Parce que vous risquez de ne pas voir le mur qui est en train de se proposer à vous. Et c'est vrai qu'il faut faire attention dans notre univers, le développement personnel, c'est qu'on vit un peu dans le pays des calinours. Ne vous inquiétez pas, les bisounours aussi, c'est le même pays. Mais on vit dans ce pays en disant, on est tous amour, c'est tous extraordinaire. Quand on se prend dans le cœur, là, t'es venu me chercher dans le cœur. Ah, je ne peux pas te dire ce qui se passe, là, mais c'est extraordinaire. Je comprends ça. Et c'est la dimension hyper sympathique du développement personnel. Mais à force d'être là-dedans, il ne faut pas oublier que quand même, au quotidien, tu as des obligations. Et que si tu veux être un vrai leader, tu as des responsabilités administratives, des responsabilités légales, des responsabilités pénales. Tu as des responsabilités financières. Tu dois organiser, structurer le marketing, la vente, tu dois tout faire. Est-ce que c'est chiant? La réponse est oui. Mais c'est nécessaire. Vous savez, vous êtes venu comme ça dans une belle enveloppe corporelle. Vous avez une obligation, c'est d'en prendre soin. Ça peut paraître débile ce que je suis en train de dire et frapper franchement sous une espèce de loi un peu pourrie. Mais combien on prend de temps à prendre soin de soi? Je ne parle pas de l'extérieur. Je ne parle pas de passer 1h30 devant la salle de bain. Même moi, je le fais le matin. Je kiffe. Non, prendre vraiment soin de soi. Vous savez, c'est rigolo parce que 60 000 à 65 000 pensées par jour. 80% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Juste que vous preniez conscience de ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est en train de vivre des jours différents, mais en fait, en vrai, en arrosage automatique, on a exactement, quasiment les mêmes pensées qu'hier. Et on ne s'attarde pas assez sur la nature et la qualité de ces pensées. Franchement, ça vous viendrait vraiment à l'esprit de vivre chez vous dans un appartement dans lequel
vous remplissez tous les jours votre appartement des poubelles de vos consommations sans jamais les vider? Vous me direz, David, excuse-moi, t'es un porc, c'est insalubre, et tu vas aussi te mettre en danger. Alors pourquoi on fait ça avec nos pensées? Pourquoi, alors qu'on a des pensées de merde, on les laisse jour après jour s'installer et fossiliser? C'est ça, prendre soin de soi. C'est commencer à se dire et à prendre conscience de c'est quoi la nature même des pensées que je fais rentrer dans ma tête. La dernière fois, je rencontrais une équipe de chercheurs à côté de l'université de Tel Aviv. Très intéressant. Ils ont réussi à prouver, aujourd'hui, que quand on active des scènes qui sont des scènes pornographiques, qui sont des scènes de violence, quand bien même la personne ne montre aucun signe extérieur, à l'intérieur, la fabrication biochimique, elle est immédiate. Et qu'est-ce qu'on fabrique? Du cortisol. Cortisol qui va attaquer l'hippocampe. C'est la particularité du cortisol. Et l'hippocampe, c'est cette zone dans notre cerveau qui va nous permettre de pouvoir temporiser et de pouvoir faire la distinction des choses, de pouvoir amener de la bonne humeur quand on n'est pas très bien. C'est-à-dire qu'on croit que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin. On croit que d'avoir des paroles ou des pensées avec des personnes ou des conversations sur d'autres personnes en disant du mal, on croit que c'est anodin, ça ne l'est pas. C'est pour ça que dans un des accords Toltec, on dit « tu dois avoir la parole impeccable ». Un accord Toltec, mais c'est un accord. Un accord, c'est quoi? C'est un engagement que je me veux de respecter. C'est un accord. Tu devras avoir la parole impeccable parce que quand tu n'as pas la parole impeccable, même quand tu parles en mal de quelqu'un, ta biochimie, elle est déjà négative. C'est-à-dire que chaque fois que tu parles en mal de quelqu'un, même s'il y a un côté qui est soulageant parce que tu as dit à cette personne, elle n'est pas bien, toi, tu t'es pourri. C'est la raison pour laquelle il faut pardonner. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il rumine, comme une vache laitière normande en France. C'est rigolo un ruminant. Franchement, en vérité, une vache. C'est con. Non, c'est vraiment. Tu as des animaux qui sont sympas. Va envoyer une balle à une vache et va lui demander d'aller chercher la balle. Bon, déjà, ma chienne ne le fait pas, alors une vache. Mais la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouffe, elle ramasse, elle envoie ça dans une partie de son estomac, puis de temps en temps, elle dit « j'y retourne ». Et elle reprend. C'est ça les ruminants. Mais vous savez qu'on fait la même chose avec nos pensées? Avec nos pensées de merde. Et après on dit c'est bizarre, j'ai une vie de merde. Mais tu ne peux pas avoir une vie exceptionnelle avec une conscience de merde. Et la conscience, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les pensées que tu as déjà. Parce que ces pensées sont des sentiments. D'accord? Ces pensées vont générer des sentiments, sentimental. Un ressenti qui vient du mental. Okay? Tout ce que tu ressens, il vient de ton schéma de pensée. Dans 98% des cas. C'est très rare d'avoir des émotions archaïques. Vous venez de vivre, mes chers amis, une émotion archaïque. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand moi je hurle, tu fais... Au ralenti, ça fait ça. C'est-à-dire que tu réagis en cherchant où est la porte de sortie, en mobilisant les muscles corporels, il faut que tu te réveilles parce que tu étais un petit peu endormi, et tu dis, vite, cassons-nous parce que le français, il a pété les plombs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'émotion dite archaïque, tu la ressens quasiment jamais. C'est très rare dans notre société de ressentir l'émotion. C'est comme lorsque tu traverses une rue, tu entends un crissement de pneus, tu fais attention, tu es vigilant, et après tu t'aperçois que c'est sur le trottoir. C'est-à-dire qu'on a la réaction physique avant l'intelligibilité de la situation. Vous me suivez? Mais un sentiment, c'est l'inverse. J'ai la pensée, et de cette pensée,
va naître une émotion. C'est ta femme qui n'arrive pas à l'heure. Putain, il est comme... Elle devait rentrer à 18h30, il est 19h. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a parlé du nouveau stagiaire, là. Le beau gosse, là. Avec des abdominaux, le truc. Et puis en plus, il revenait d'un stage de pleine conscience, là. Ce truc, il va l'embrouiller, tu vas voir, parce qu'elle adore la méditation, il va lui prendre la méditation. Ils vont dire méditation, il vient, on prend un verre ensemble, je vais te faire méditer, je vais te plotter, il veut la niquer, oui. Mais ça se trouve, elle est avec lui. Et puis ça se trouve, elle fait des trucs bizarres. Des trucs qu'elle ne me fait même pas à moi. Vous êtes vraiment cabochon. Et là, oh putain, il est 19h45. Oh là 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 là. Ça se trouve, elle met même pas de préservatif, rien du tout. Et là, dans ta tête, à toi, tu vas commencer à développer quelque chose qui s'appelle la peur, la colère, la frustration et un très gros sentiment de médiocrité. Et c'est quelque chose que tu as créé et inventé de toutes pièces. Tu as un autre scénario possible. 19h30. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle répond pas au téléphone. Je suis inquiet. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Parce qu'en ce moment, les routes sont glissantes, il y a beaucoup de neige. Puis c'est quand même une femme au volant. Je parle de la femme française. Je sais que la femme canadienne, elle est pire. Qu'est-ce que vous êtes facile. Des vraies petites mobilettes. Tu appuies sur un bouton. Mesdames, on a deux scénarios, mais les deux scénarios ne se sont alimentés que par la représentation mentale qu'on avait vécue, en fait. En vrai, vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez? Et en fait, il y en a un qui va rentrer, dès que sa femme elle va rentrer à 20h02, il va lui dire « T'étais où, putain ?» Je t'ai dit, je passe chez ma mère cette semaine, mais c'est ce soir, j'ai vu. « Non, mais pourquoi tu réponds pas au téléphone? T'étais avec le nouveau stagiaire. Je suis sûr que t'étais avec le nouveau stagiaire. Tu me dégoûtes. » Quoi? Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite. Mais sachez que ça ne vous concerne pas. Pour vous, la réalité sera bien pire. Et puis t'as l'autre qui va prendre sa femme dans ses bras, tu dis, mais t'étais où? J'étais super inquiet. Dans les deux cas, on se dit le scénario. Il y en a un qui est bien et l'autre, il est pas bien. Mais dans les deux cas, en fait, on n'en savait rien. Et on n'a pas laissé aller, en fait. On n'a pas lâché prise. On s'est pourri. C'est la raison pour laquelle, de la conscience de mes pensées, de cette habitude qui va être de dire « Oh là, oh, stop, t'emballes pas, c'est pas parce que tu n'arrives pas à la joindre qu'il y a un truc, un problème, ou qu'elle est en train de se taper le stagiaire. Ah, elle n'a plus de batterie, elle n'a plus rien. En ce moment, sur les rives, c'est un peu chargé. Fais ce que tu as à faire, on verra plus tard. » Cool. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction corticale. La conscience, elle est là, dans le lobe préfrontal. Ok ? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les personnes dépressives, il y a une grande différence avec les personnes dites normales. Ok ? En tout cas, celles qui ne sont pas dépressives. Les personnes qui sont en burn-out sont différentes des personnes qui ne le sont pas. Il y en a qu'on va dire, elles ont un circuit court, et d'autres, elles ont un circuit long. C'est comme ça qu'on appelle ça en neurosciences. Le circuit court, c'est quand tu n'es que dans ton limbique. Donc, tu as peur. Ce que tu fais, toi, quand tu as un circuit long, j'ai peur, j'angoisse, je vais aller chercher dans mon cortex, donc là, je suis dans le limbique, je vais chercher dans le cortex un retour d'information qui me dit « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? En ce moment, c'est très bien qu'il y ait des travaux, c'est difficile, justification,
Et du coup, ma peur, elle s'amenuise. Vous me suivez? Ça, c'est ce qu'on appelle le circuit long. Mais quelqu'un qui, à force de stress, d'angoisse répétée, et bien curieusement, il va fermer ce passage à la dimension corticale. Et il ne fonctionne plus que dans son limbique. C'est-à-dire qu'il a peur, et il va contacter quoi? Une autre peur. Et il tourne en boucle dans sa peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si, oh là, mais le patron, il m'a mal regardé tout à l'heure. Puis en ce moment, il y a des périodes de charrette dans l'entreprise. Oh, je vais me faire virer. Je vais me faire virer. Puis si je me fais virer, qu'est-ce qui va se passer dans mon couple? Tu crois qu'on va pouvoir supporter? On ne va pas pouvoir payer les traites de la maison? Puis si on ne peut pas payer les traites de la maison, quel souci ça va avoir? Qu'est-ce que je vais renvoyer à mes enfants? Je suis vraiment pas bien, je suis vraiment une sous-merde. Mais là, je tourne en boucle. C'est le hamster dans sa version petit trou. OK? Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, comment on fait pour sortir de tout ça? Parce que c'est beau de poser le débat. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous offrir aussi la clé. La clé que vous connaissez déjà. Parce que cette clé, elle s'appelle la spiritualité. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. Vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais défoncer Freud. Ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de me le pécho, celui-là. Parce que, en fait, il s'est passé un truc anodin avec l'arrivée de Freud qui va conditionner toute l'humanité humaine. Vous avez remarqué que on a parlé de confiance en soi, d'amour de soi, d'image de soi, qui sont les piliers de l'estime de soi. Il faut quand même que vous sachiez que, avant Freud, le soi s'écrivait avec un S majuscule. Vous le saviez? Après Freud, qui n'a pas inventé la psychologie, la psychologie existait avant Freud. Freud, il a inventé la métapsychologie, parce que lui pensait qu'il allait créer la psychologie au-dessus de la psychologie. Avec son arrivée, le soi s'est transformé avec un petit S. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soi, à ce moment-là, Freud va dire le soi, c'est moi. C'est mon ego. Alors que le soi, avant Freud, le soi, c'était un espace dans lequel se retrouvait mon âme et la divinité. La confiance en soi, mes seigneurs, elle existait bien avant Freud. Et déjà dans la confiance en soi, on est en train de te dire que tu ne peux avoir de confiance que dans la foi. Tu ne peux développer ta confiance que dans ton développement de ta dimension spirituelle. Tu ne peux pas développer la confiance en soi dans l'ego. C'est pas possible parce que l'ego se nourrira que de peur à ce moment-là. Vous me suivez? Un jour, je suis avec l'un de mes grands maîtres, on est dans la voiture, et il va avoir une conversation. Cette conversation va me libérer à vie du stress. On parle, je parle de mes affaires, je parle des difficultés, des trucs. C'est une période très difficile. David, je peux te dire un truc? Oui. Tu ne réussiras pas dans la vie. Tu auras une certaine forme de réussite. Mais tu ne réussiras pas à la grandeur et à la hauteur de qui tu dois être. Dans sa bouche à lui, ça me fait l'effet d'être debout, les pieds attachés, les mains attachées, devant Mike Tyson que je viens d'insulter de tapette. Avec un mec qui va se lâcher sur moi pendant 10 minutes. Tellement j'ai d'estime pour cet homme, je viens de me prendre pour la première fois de ma vie un scud. Et il me dit, tu sais, un scud, ça s'appelle un missile de fabrication américaine, fabriqué dans le petite industrie de Ontario. Un missile! Non, mais si je vais trop dans la technique, après je vais vous perdre. Vous avez raison, je reviens. Un scud. Et donc, après avoir reçu ce scud, il me dit, tu sais, le problème, c'est que tu penses que tout arrive par toi-même. Tu penses que tu crées tout.
alors qu'on sait que c'est une co-création. Il me dit, si tu fais ça, en fait, le seul problème, c'est que tu vas développer qu'une seule chose, le surcontrôle. Parce que quand tu penses d'une façon purement égocentrée que c'est toi qui fais réussir toute ta vie, à ce moment-là, tu dis, bon, puisque c'est moi, alors il faut que je vais m'occuper de ça. Et puis, il faut que je pense aussi, alors il y a le marketing, il faut que je pense aussi aux ventes, il faut que je pense aux affiliés, puis surtout mes formateurs, il ne faut pas que je les lâche. En même temps, un petit peu de recherche parce qu'il faut que je fasse évoluer mes systèmes. Et puis là, vous savez, on est comme ces Chinois avec les assiettes. Tu les tournes ici, tu la tournes, et d'un coup, tu as toutes les assiettes qui se cassent la gueule. Et quand les assiettes elles se cassent la gueule, ça s'appelle une dépression ou un burn-out. Parce que tu étais partout et tu ne peux pas être partout et nulle part. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Il m'a dit, écoute-moi bien, je t'explique. Toi, tu fais ton job, mais considère que le résultat ne t'appartient pas. Le résultat appartient juste à Dieu. Et croyez-moi, en ce dimanche matin, cette phrase m'a beaucoup touché le cœur. J'adore, je rêvais de faire ça un jour. Il manque juste des petits trucs. Pour la prochaine fois, je veux des petits. Non, je viens pas. Dieu. Venez, on parle de Dieu. Bon sang, qu'est-ce qu'on a fait couler d'encre autour de Dieu. Dieu, ça veut dire la loi. Ça vient de Déos. Dieu, c'est la loi. Dieu, ta relation à Dieu, c'est de comprendre que cet univers, il est régi par des lois. Je vais vous dire un truc. Je pense que je suis quelqu'un de sympathique. Vrai ou pas? Je pense que je suis quelqu'un d'incroyablement beau. Vrai ou pas? Ça m'a coûté cher, mais au moins, le résultat est là. J'aime profondément les gens. Je fais tout pour aligner mes valeurs que j'ai avec la réalité de ma vie. Je prends soin des gens que j'aime. Je donne tout ce que je peux donner. Je pense que je suis une personne généreuse. Maintenant, si je me mets en haut d'un édifice de 40 étages et que je me jette, je vais me ramasser comme une merde. J'ai beau être sympa, gentil, généreux, je viens de me confronter à une loi qui s'appelle la loi de l'attraction terrestre, l'attractivité. Ok ? Il y en a qui font les choses, qui font n'importe quoi et qui se remettent à Dieu. Là, tu dis, ne saute pas, tu vas te ramasser. Ah, je m'en remets à Dieu. À Dieu. Et il y a Dieu qui dit, à tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais c'est sûr, il va s'en remettre à lui, il va à Dieu direct. Incroyable. C'est important. Et là, en fait, d'avoir la foi, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, il y a un tas de choses que tu vas faire. Et pourquoi Dieu, il se marre quand tu as des plans? Parce qu'entre ses plans à lui et les siens seront toujours plus forts. Et que parfois, il y a des situations qu'on va vivre dans notre vie, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je me prends un mur? Pourquoi je me tape? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi j'ai perdu mon job? Pourquoi j'ai fait faillite? Pourquoi? Mais parce que il faut que tu apprennes. Et que si tu n'apprends pas, tu vas redoubler. Donc tu retaperas. Et, allez, juste un truc entre vous et moi. Qui a déjà vécu une période noire dans sa vie et se rend compte que grâce à cette période, il est devenu une personne beaucoup plus évoluée, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus belle? Et presque tout le monde. Alors, c'est facile à dire ça avec du recul. Vous voyez, par exemple, Annick, elle a mené une expérience dans laquelle François et moi avons été, un livre sur les miracles. Je vous recommande vraiment, achetez ce bouquin et quand le documentaire il sort, sautez dessus parce qu'il y a vraiment des perles à prendre. Et le principe de base, c'était de dire, les miracles existent encore aujourd'hui, mais on ne les voit plus. Ok ?
Je reviendrai sur Freud, je n'ai pas lâché le pépère. J'ai dit que je ne le lâcherais pas. Si vous pensez que j'allais être complaisant avec Freud, non. Mais le problème du miracle aujourd'hui, c'est que la perception du temps, elle a changé. Je vais vous donner un truc. Je prends cette bouteille. One point. Je bois cette eau, c'est pas mal d'ailleurs. Je termine la bouteille et je la jette. Vous avez eu peur, hein? C'est une femme. Je suis français. Assumons. Cette bouteille, je la jette dehors. Au bout d'un certain temps, elle va se confondre, elle va se pétrifier. Il faudrait qu'on parle un jour du niveau de qualité des bouteilles que vous avez ici dans ce pays. Ça va devenir de l'humus. De cette terre-là, peut-être un arbre va grandir. OK. Et puis, il va y avoir tout un processus. Si je prends cette bouteille, je la prends dans ma main là tout de suite, et je fais schlax. Et là, ici, là, j'ai un poussin ou un oiseau. Vous diriez, David, c'est miraculeux. Maintenant, cette bouteille, elle suit le processus de la nature, ça devient de l'humus. Ça veut dire que ces particules élémentaires qui existent toujours vont se retrouver dans les racines de l'arbre, qui vont grandir dans le fruit de l'arbre, qui vont être mangés par l'oiseau. Ces particules subatomiques vont se retrouver dans l'alimentation de l'oiseau, alimentation qu'il va fomenter, traverser dans son ADN, et que cette même particule-là, elle va se retrouver dans un oiseau, et un jour, ça veut dire que ça, là, c'est aussi devenu un oiseau. Ça veut dire que la différence, c'est le temps. C'est-à-dire que ce que vous allez appeler un miracle, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir en termes de temps. Maintenant, si tu prends ça sur le processus, c'est un miracle. On vit des miracles tous les jours, absolument tous les jours. Et vous savez quoi? Un exemple, le plus basique du monde, le plus bête, le soleil. Le soleil, plusieurs millions de milliards de puissance atomique, nourri tous les jours, régénéré tous les jours, chaque jour à la surface du soleil, qui fait à peu près l'équivalence de 7 ou 8 fois la taille de la Terre. Okay? Tous les jours, il y a plusieurs millions, plusieurs centaines de millions de milliards d'explosions atomiques. Alors tout le monde profite, toi tu sors, tu es là. Là où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais moi où je suis, c'est tous les jours. D'accord? Israël, un playa, avec le chien. Donc tous les jours, moi, le soleil, quand je me lève, je le vois. J'en profite. Et vous savez qu'on est sur un axe, si cet axe autour du soleil sortait simplement d'1 degré, on est mort dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire que les scientifiques sont capables de dire « nous avons les rayons solaires qui nous touchent et grâce à ça, on va fabriquer de la lumière, de l'électricité, de la force. » Mais il n'y a aucun scientifique, quand tu vas voir un scientifique dire « comment la puissance se régénère à l'intérieur ?» Il n'y en a aucun qui est capable de te l'expliquer encore aujourd'hui. Vous savez ce que c'est ça? C'est un miracle. C'est-à-dire qu'en fait, l'émanation, la manifestation des lois divines, elles sont présentes en face de vous tous les jours, mais on est tellement rentré dans une dimension du pragmatisme, on est tellement rentré dans ces dimensions du newtonien qui dit « je sépare les choses ». Newton, pour expliquer la science, il a commencé à prendre des éléments, puis il dit on les éclate, puis petit bout par petit bout, on va expliquer les choses. Il y a un mot spécifique pour désigner quelque chose qu'on sépare d'un tout.
Ça s'appelle diaboliser. Quand tu prends une unité commune, que tu l'éclates en différents morceaux, ça s'appelle diaboliser, mes amis. Quand tu réunis tout ça, ça s'appelle symboliser. Et en fait, vous allez voir que la nature même de ce que nous sommes, c'est de se symboliser. C'est de faire un tout. C'est de faire un espace. Parce que vous savez, mon ami Freud, quand il a mis un grand coup comme ça dans la spiritualité, parce que lui, son trip à lui, c'était que la psychologie devienne médicale, scientifique. Quand Jung va lui dire, mais dis-moi, va voir du côté de la Torah, va voir du côté du Talmud, il y a des choses extraordinaires, va gratter là-dedans, t'es juif, profites-en. Certainement pas. Non, je ne le ferai pas. Car aujourd'hui, en ce saint jour, moi, Freud, je dis non. J'adore. Quel kiff. Un vrai gamin. Le problème de ça, c'est qu'il a voulu tout expliquer en excluant la dimension divine. Vous ne trouvez pas bizarre, vous, que depuis que Freud est arrivé, on a de plus en plus de pathologies, de plus en plus de névroses, de plus en plus d'enfants qui sont TDAH, de plus en plus d'anxiété, de plus en plus d'angoisse, alors qu'on vit dans une société où on a tout le confort of the world, on a toute la sécurité, nos besoins de sécurité sont assouvis, vous êtes d'accord avec moi? On a tous à peu près un toit, on peut tous à peu près bien vivre, on a même des possibilités de se réaliser à travers les différentes... Donc, logiquement, psychologiquement parlant, qu'est-ce que tu fous avec ton anxiété, ton angoisse? Tu devrais être heureux. Mais parce qu'il te manque quelque chose. Et ce qui te manque, en fait, c'est cette cohérence que tu as entre être qui tu es et d'accepter cette divinité qui est en toi. Et de te mettre en accord avec elle. Et tant que ça va te manquer dans ton cœur, écoute-moi bien, tu auras des angoisses. Tu auras de l'anxiété. C'est comme ça. Jung dit ça très bien. Il disait, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur pour toucher cette dimension divine, vous irez en manque vers l'extérieur. Et moi, je crois profondément que le niveau d'agression extérieure dépend de mon vide intérieur. Mais quand tu es rempli de ça, là, dans cette dimension divine, quand tu es rempli, tu es gavé d'amour. Parce que le soi, avec un grand S, incarnait et intégrait la dimension de l'âme. Ce que Freud ne voulait pas. Freud ne parlait pas d'âme. Il l'a caressé du doigt sur, on va dire, une dizaine de pages, mais c'était une dizaine de pages timides pour faire plaisir aux lobbyistes. Freud, il va balayer ça d'un revers de main. Jung, il va dire, non, il y a une âme. Et il y a un soi divin. Et ce soi divin, quand tu t'y connectes, tu peux donner les réponses à tous les plus grands problèmes que tu as dans ta vie. C'est pour ça que la réponse, elle est en vous. Si Sylvain était là, il serait très content. La réponse, elle est en vous. Vous savez, mercredi, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, en tout cas, mais aussi pour l'humanité, en fait, en vrai. Mercredi, on fête un anniversaire. Dans ma culture, je suis de confession juive. On appelle ça Shavuot. Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Il faut que vous sachiez que mercredi, il y a 3339 ans, jour pour jour, on nous a donné la Torah. Extraordinaire. On nous a donné une forme de guide, voilà. On nous a donné des lois. Des lois qui ont structuré toute notre société. Vous savez, quand on parle de la société judéo-chrétienne, aujourd'hui, si on a mis en place des lois, parce qu'on nous a dit, c'est quoi, tuer c'est interdit. C'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a écrit des lois qui dit « tu ne tueras point ». Et si vous voulez bien, on va respecter ces lois. Ces 10 lois, on va les respecter. D'ailleurs, dans ces 10 lois, il y a même une loi qui dit « tu respecteras le Shabbat ». Mets ça de côté. Il y a une loi qui te dit « il y a un jour où tu feras rien ». Je sais pas, le gars, tu es quand même le maître of the world, tu as organisé le monde et tout ça. Au passage, on dit que l'homme, c'est la dernière création de Dieu.
Avant, il a tout créé, la terre, la mer, les oiseaux, les trucs, le concept de la belle-mère, tout s'est fait avant. Ok? L'iPhone, l'iPad, tout avant. Après l'homme. Et on dit en fait quoi? On dit qu'il a créé ce monde matériel. C'est le dernier, le monde matériel, c'est le dernier qu'il a créé. D'accord? Donc il a créé tout ça. Il a créé des lois. Tu as envie de dire, bon allez, écoutez les gars, bon alors venez, on va faire des lois pour pas qu'il y ait le bordel. Alors déjà, on va arrêter de tuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Les anges, viens là. Oui, tu t'occuperas de François Lemay plus tard, viens là. Voilà. Ça va, ouais, non, mais tu ne tueras point, c'est bien ça, c'est bien. Bon, on met, tu tueras point. Vous voyez autre chose? Bah, écoute, le problème, c'est que très souvent, quand même, quand on est en couple, on s'intéresse aussi au couple d'à côté. Alors, l'échangisme viendra, mais bien plus tard dans la société. Là, pour le moment, si on pouvait ne convoite point la femme de ton prochain, ce serait bien. Ok. Donc, on va l'instaurer comme une loi. Ok. Ah, une loi qui est très intéressante. J'aimerais bien qu'ils ne disent pas mon nom en vain. C'est-à-dire que quand ils emploient mon nom, ils soient vraiment conscients qu'il y a une vraie force. Et que quand tu me fais une demande, ne fais pas une demande de... Tu peux me demander ce que tu veux, même de trouver ton balai, mais fais-le en m'honorant. Ah, c'est bien ça? C'est bien? C'est ok, vas-y, je mets. Et puis à un moment, il dit, mais les gars, on va s'assurer qu'ils se reposent un petit peu, les chouchous, là. Ils vont être fatigués. Parce qu'à mon avis, avec l'humanité qu'ils vont avoir, quand Internet va sortir, ils vont pas être bien. Alors, vas-y, il y a un jour dans la semaine off. Je mets comme une loi. Tiens, enfin, je sais pas, réfléchis. Tiens, à un moment donné, Dieu, il est en train de dire, oh, dans tout ça, là, quand tout va s'activer, il y a un moment donné, il va falloir que tu t'imposes qu'une journée complète, tu la réserves à ta spiritualité et au fait de te reposer. J'ai croisé une autre unité dans une autre université, celle de Jérusalem. Et là, cette unité travaillait sur l'impact du Shabbat. Figurez-vous, ils se sont dit, est-ce que neuroscientifiquement, le Shabbat, il sert à quelque chose? Je trouve ça énorme. Et que les mecs, ils travaillent tout pour essayer d'expliquer et de conscientiser, de normaliser quelque chose qui existe depuis plus de 3000 ans et qui nous a tout donné. C'est pour ça quand on dit que vous avez tout, vous avez déjà tout. Je vous le dis. Et vous savez ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que quand quelqu'un, il glande, glander, ok? Quand tu fous rien, mais rien. Et croyez-moi, nous les Français, c'est un sport olympique dans lequel on est les premiers. On est capable de rien foutre. Ben, ils ont découvert que quand tu fais ça, tu as l'équilibre de tes neurotransmetteurs, tu développes plus de créativité, ta DHEA régule ton cortisol, et en fait, on s'est rendu compte que les périodes de repos nous amènent à être beaucoup plus performants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois encore, il existe des lois, mes seigneurs, des lois qui existent, et l'une de ces premières lois, c'est de comprendre aussi qu'il y a une dimension en vous qui ne demande qu'à s'exprimer, et c'est une dimension divine. Et je vais même aller plus loin. Cette dimension divine, elle existe au niveau génétique et au niveau neurologique. Vous avez absolument déjà 2 chromosomes, 2, qui sont dédiés à la spiritualité. 28% des personnes de la population les activent. Il faut que vous le sachiez. La dimension spirituelle des individus est inscrite dans leur génome. Ils l'activent ou ils ne l'activent pas. Mais si tu l'as et que tu ne l'actives pas, c'est pas grave. Si tu ne l'as pas, tu peux aussi la créer et l'activer parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique et ton environnement va pouvoir combler ces manques. Juste extraordinaire. Donc ça dépend aussi des rencontres que tu vas faire. Tout le monde me suit? Donc je suis juste en train de vous dire que cette dimension spirituelle, ce n'est pas quelque chose de farfelu. Ce n'est pas une idée fantasmagorique. C'est ta dimension génétique. J'ai participé à une étude qui a été faite avec l'Université de Bruxelles
sur la dimension spirituelle et la foi et le cerveau. Vous savez ce qu'on a remarqué? Quand une personne est soumise à un problème, qui peut être mathématique, ou on leur faisait faire des jeux, vous savez, des petits casse-têtes chinois, à partir du moment où quelqu'un rentrait dans sa dimension spirituelle, en invoquant par exemple un esprit supérieur, la seule chose qu'elle devait avoir en commun, ces personnes, qu'elles croient en Brahma, Vishnu, Mahomet, Moïse, Abraham, Jésus, François Lemay, peu importe, le seul point commun qu'elles avaient, c'est qu'elles devaient vraiment y croire. D'accord? À partir du moment où elles avaient cette croyance chevillée au corps que cette entité existait, elles stimulaient des aires dans leur cerveau que les autres, qui étaient dits agnostiques, donc sans aucune croyance, ne stimulaient pas. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que ces aires, une aire dans un cerveau, c'est des zones qui s'activent et qui sont concomitantes et répétitives. Donc une aire, c'est une zone concomitante et répétitive qui prend sa structure sur plusieurs parties du cerveau. D'accord? Si on vous parle de l'aire de Broca ou de Werwick, c'est une zone spécifique qui va s'activer par rapport au langage. D'accord? Et même si c'est un peu controversé encore aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et bien là, on s'est rendu compte qu'une personne qui a la foi, elle active des aires qui sont liées à la créativité, la gestion du stress et la stimulation de l'hippocampe. Ça veut dire qu'à d'avoir la foi, écoutez-moi bien, d'avoir la foi, ça vous rend plus efficace. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ok. Donc en fait, nous vivons tous dans ce monde-là. Nous avons tous la capacité, mais nous avons tous déjà, pour beaucoup, pas vous parce que sinon vous ne seriez pas là. Je vous le dis, je crois profondément ce que je suis en train de dire. Je crois que si vous êtes ici, c'est vous savez qu'il existe quelque chose que vous pouvez aller chercher pour passer à un niveau supérieur. Vrai ou pas? Ok. Mais ce qui est intéressant, une fois encore, et je terminerai d'avoir taclé Freud, parce que faut que vous sachiez que quasiment partout dans le monde, on commence à ne plus enseigner Freud, où on garde certains de ses concepts, mais la psychologie positive devient une véritable lame de fond, et c'est en train de balayer tout le reste. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a commencé à dire, mais et si on apprenait à être plus heureux plutôt que de savoir ce qui nous a rendus malheureux? Et si on arrêtait de focaliser notre conscience tout entière sur nos problèmes et de focaliser notre conscience tout entière sur ce qu'on a envie de créer, d'en envie de réaliser? Je faisais une petite vidéo en étant ici parce que juste en venant là dans l'avion, je me lève, je discute avec un homme, avec une femme, on était en train de prendre un petit verre ensemble, petit verre de Coca-Cola, 0. Et elle est française, lui aussi, parle son job, puis elle me dit un truc à un moment donné, elle dit, moi, je déteste ce monde. Je trouvais vachement choquant, dans la bouche de cette femme, je déteste le monde. Détester, c'est fort. Et puis j'écoute ses arguments, puis en fait, quand tu écoutes ses arguments, tu pourrais peut-être se ranger à sa cause. Et puis à un moment donné, il me demande ce que je fais, donc moi je lui raconte mes petits savoir-faire. Et bien vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi je pense qu'on a aussi toutes les raisons de détester ce monde. Mais aussi on a un vrai pouvoir, c'est qu'on peut le changer en fait. Tu peux choisir ou de détester, ou de le changer. Ça s'appelle le libre arbitre. Et je crois que c'est une des seules fonctions du libre arbitre qui est intelligente. Je crois que le libre arbitre, c'est aussi une putain d'illusion, en vrai. Ça, c'est aussi un truc qui nous a été vendu et qui nous a plus foutu dans la merde qu'autre chose. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est important d'avoir du libre arbitre jusqu'au moment où tu t'autorises à ne plus en avoir. C'est ça la sagesse. Et ça aussi, c'est une question de conscience. Parce que si tu te maries et que le lendemain, ta femme, de la lune de miel, te dit « Tu m'aimes ?» Oui, oui. Oui. Parce que si là, tu l'aimes pas maintenant, c'est que vraiment tu es dans la merde, quoi, quand même, en fait. Je serai la seule et unique jusqu'à la fin de tes jours.
Euh, Tu vas pas être seul. Seul. Parce que la fin de tes jours, c'est long quand même, tu sais. Parce que moi, je pense que tu vas vieillir vieille, mais c'est long. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as pris un engagement, chouchou, tout avant, tu as le droit au libre arbitre. Après, c'est fini. Mais c'est ça qu'on appelle l'engagement. Moi, je me rappelle d'être en réunion dans une des compagnies que j'aime le plus pour ses grandes valeurs, qui s'appelle FedEx. Qui a un peu évolué ces derniers temps, mais c'est pas grave. À l'époque, je connais bien le directeur général Europe. C'est un très bon client à moi. Le groupe est un très bon client à moi. Et je les suivais sur un team building. On a une réunion une semaine, ils prennent des décisions. Et la réunion la semaine d'après, il y a un des cadres, intelligent, sympathique, frais, qui dit « Monsieur le Président, la semaine dernière, j'aimerais revenir sur ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a un truc. » Bob, je vous explique. Une décision n'est pas source de discussion. Une décision n'est pas source de discussion. Ça, c'était génial comme idée si tu me l'avais dit la semaine dernière. On a pris la décision d'aller, on y va. C'était pour moi l'un des actes de leadership le plus puissant que j'ai vu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez tous réaliser de grandes choses. Vous pouvez tous matérialiser vos plus grands rêves. Mais il y a un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix sur quel type de loi tu vas mettre en œuvre. Quelles sont les lois avec lesquelles tu vas te coordonner? Dernière chose. Quand Dieu il a donné l'étape de la loi, il a dit « Dans mes lois, vous irez ». Il n'a pas dit « Étudiez mes lois, apprenez-les par cœur ». Non. Il est en train de te dire « Il y a des lois, mets-toi en dynamique, bouge. Bouge dans la loi. Va vers. » Parce que parfois, il y en a, on a le sentiment qu'ils bougent, mais ils ne bougent pas. Quand tu vois un cadavre qui passe sur un fleuve, c'est pas fréquent ici, je sais. Imagine. Tu dis, oh, le cadavre, il bouge. Mais il ne bouge pas, le cadavre. C'est le courant qui bouge. Moi, je vois des gens comme ça tous les jours. Tu as le sentiment qu'ils bougent, mais ils sont emportés par leur névrose, par leur peur. Ils sont dans le flot de leur fainéantise. Extérieurement, tu as vraiment le sentiment qu'ils bougent. Mais intérieurement, ils ne bougent pas. Vous savez ce que c'est que le contraire d'aller? C'est laisser aller. La distance qu'il y a entre ta réussite, ton développement, ton projet divin et son incarnation, c'est le fait de te laisser aller. Et tu te laisseras aller si tu n'as pas développé de la conscience de qui tu es, de ce que tu veux, de l'environnement dans lequel tu vis et de la façon de pouvoir mettre en place une fonction stratégique. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous prenez le temps, juste le temps, de déterminer ce que vous voulez vraiment, de vous mettre en accord avec cette dimension spirituelle que vous avez. Parce que qu'est-ce que ça me fait marrer, moi, les gens qui me disent « mais moi, je suis athée ». Dans ma tête, je dis toujours que cette personne doit être limitée parce que dans l'alphabet, elle est allée de A à T. Peut-être qu'il lui manque un truc, il faudrait que je lui explique. Parce que les personnes qui me disent « mais moi, je crois en rien », viens chouchou, je vais te mettre un 45 sur la tête et je vais te dire « tu veux vivre ou mourir ?» Je veux vivre. Pourquoi? Mais parce que tu crois à la vie. Ça n'existe pas des non-croyants, c'est de la connerie ça. C'est la connerie intellectuelle, justement, du pragmatisme, pour ne pas s'offrir
cette liberté d'assumer le fait que tu as une dimension et qu'il faut que tu ailles la retrouver. Tout le monde croit en quelque chose, mais peu de gens assument. Tout le monde veut aller au paradis, peu de gens sont prêts à mourir pour y aller. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi, et à un moment donné, faites confiance. Faites confiance. Et parce que tout change. Vous devez tout changer. Quand tout change, changez tout. Change ta façon de penser, change ta façon d'agir, change ta façon de parler, change ta façon de bouger, change les personnes qui t'entourent. Choisis des modèles. Tu veux voler, vaut mieux modéliser un aigle qu'un dindon. Parce qu'avec une dinde, tu n'iras pas très loin. Quand tout change, parce que tout change, changez tout. Et c'est ça qu'on a... D'ailleurs, ce que les neurosciences nous ont dit, c'est, vous savez, il existe une fonction qui s'appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la matérialisation neurologique que non seulement tout change, mais que tout peut changer. Et si toi, tu penses que tout change et que toi, tu peux tout changer chez toi, tu vas retrouver quelque chose qui s'appelle le pouvoir personnel. Quand tu as du pouvoir personnel, tu développes de la confiance, de l'estime, de la fierté d'exister. Et avec tout ça, tu as tous les ingrédients pour réussir. Merci beaucoup.